On nous apprend que l'histoire est façonnée par des esprits brillants et de grandes stratégies. C'est une belle histoire, mais elle omet le meilleur, les parfaits abrutis. Ceci n'est pas une liste de petites erreurs. C'est une célébration des 33 figures les plus magnifiquement incompétentes, ayant jamais exercé le pouvoir, dont les bévues légendaires prouvent qu'un rang élevé et un QI faible constituent une combinaison intemporellement explosive. 1. Commençons par une mort silencieuse. Une mort vraiment stupide, silencieuse. Charles Valentin Alka était un compositeur français du 19e siècle et l'un des plus grands virtuoses du piano de son époque, un rival de Chopin et de Liszt. Alors comment ce titan de la musique a-t-il rencontré sa fin? Dans un éclat de gloire? En achevant un chef-d'œuvre? Non. Selon la légende, Alkan, un homme profondément religieux, cherchait à attraper un exemplaire du Talmud tout en haut de l'étagère supérieure de son immense bibliothèque. En tirant le livre, tout le meuble, lourd, a basculé et l'a écrasé. On pourrait penser qu'un homme capable de dominer 88 touches avec une précision divine aurait une meilleure compréhension des lois élémentaires de la physique. Ce n'était pas une fin dramatique, poétique. C'était une dernière note de bas de page, ironique, infligée par un meuble. 2. En parlant de personnages au sens démesurément gonflé de leur propre puissance, parlons de Xerxès Ier, le roi de Perse. Lorsqu'une violente tempête détruisit ses ponts de bateaux méticuleusement construits à travers le détroit de l'Hellespont, Xerxès ne s'est pas contenté de se fâcher. Il est entré dans une fureur biblique absurde. Il décida que la mer elle-même était coupable d'insubordination. Alors, il fit ce que tout souverain rationnel et tout-puissant ferait. Il ordonna que l'océan soit puni. Ses soldats reçurent l'ordre de fouetter l'eau 300 fois, tout en l'insultant à grands cris. Ils allèrent même jusqu'à marquer la mer au fer rouge. Imaginez être le soldat chargé de cette tâche. C'est l'équivalent, dans le monde antique, de hurler sur une imprimante défectueuse, mais avec une armée entière et beaucoup plus de théâtralité. La mer, sans surprise, n'a pas présenté d'excuses officielles. 3. Si combattre l'océan semble idiot, que dire de donner la priorité à une poule plutôt qu'à votre empire? Voici l'empereur romain Honorius. En 410 après Gypsée, les Goths mettèrent la ville de Rome à sac, un événement véritablement cataclysmique. Un messager se précipita auprès de l'empereur et lui annonça la nouvelle dévastatrice en ces termes. Rome a péri. Au lieu de montrer du choc ou du chagrin, Honorius aurait poussé un énorme soupir de soulagement. Pourquoi? Parce qu'il pensait que le messager parlait de sa poule de compagnie préférée, qu'il avait astucieusement baptisée Rome. La capitale du monde occidental brûlait jusqu'aux fondations, et le type aux commandes se préoccupait surtout du bien-être de sa volaille. On n'invente pas ce genre de choses. L'Empire est peut-être en train de s'effondrer, mais Dieu merci, la poule va bien. 4. Toute grande invention a besoin d'une grande démonstration produit. François Anglais, l'inventeur des patins à roulettes, l'avait compris. Pour dévoiler sa création au monde dans les années 1760, il avait prévu une entrée vraiment spectaculaire lors d'un bal masqué parisien mondain. Il enfila ses patins dernier cri, prit son violon pour jouer un air et roula gracieusement dans la salle. La foule était stupéfaite. Quel génie! Quel panache! Il n'y avait qu'un tout petit, minuscule détail qu'il avait oublié dans son processus de conception. Un mécanisme de freinage. Engler, glissant élégamment tout en jouant de la musique, réalisa soudain qu'il n'avait aucun moyen de s'arrêter. Il traversa la salle de bal en trombe et s'écrasa directement contre un énorme miroir du sol au plafond, brisant d'un seul coup le verre, son violon et sa dignité. 5. Ensuite vient le sultan ottoman Ibrahim, un homme dont le surnom « le fou » n'était pas là pour faire joli. C'était un titre qu'il s'était gagné avec enthousiasme. Ibrahim avait quelques obsessions, notamment les femmes corpulentes et les fourrures somptueuses, mais son trait le plus marquant était sa paranoïa explosive. Un jour, il se convainquit que quelqu'un, dans son immense harem de 280 concubines, avait été infidèle. Sa solution ne fut pas d'ouvrir une enquête. Ce fut de mettre en œuvre une politique de liquidation totale de la main-d'œuvre. Il ordonna que les 280 femmes soient ligotées dans des sacs lestés et jetées dans le détroit du Bosphore pour s'y noyer.
C'est un style de management qui est assurément décisif, si rien d'autre. Oubliez la gestion des ressources humaines. L'approche d'Ibrahim consistait simplement à redémarrer tout le système en le noyant. 6. Voici une leçon sur les conséquences inattendues, servie avec un accompagnement de civet de lapin. En 1859, un colon britannique en Australie, nommé Thomas Austin, eut un petit coup de nostalgie. Ce qui lui manquait le plus, c'était la chasse. Alors il se dit que ce serait une splendide idée d'importer 24 lapins sauvages européens sur son domaine, pour s'amuser un peu. Dans ses propres mots fatidiques, il déclara que l'introduction de quelques lapins pourrait faire bien peu de mal. C'est peut-être la sous-estimation la plus catastrophique de toute l'histoire de l'écologie. Ces quelques lapins se sont reproduits comme, des lapins. En moins de 50 ans, leur population avait explosé jusqu'à environ 600 millions, provoquant une catastrophe environnementale, éliminant des espèces indigènes et dévastant des terres agricoles à travers le continent. Tout ça parce qu'un type voulait juste tirer sur quelque chose de familier. 7. Si vous pensiez que l'introduction des lapins était une mauvaise idée, faites connaissance avec Eugene Schieffelin, un pharmacien de New York qui était le plus grand fan de Shakespeare au monde. La mission de sa vie était vraiment bizarre. Il voulait introduire en Amérique du Nord chaque oiseau mentionné dans les œuvres de William Shakespeare. Dans les années 1890, après quelques tentatives infructueuses avec d'autres oiseaux, il relâcha environ 60 étourneaux sansonnets européens à Central Park. Malheureusement pour l'Amérique du Nord, les étourneaux ont prospéré. Aujourd'hui, leur population dépasse les 200 millions. C'est une espèce invasive, agressive et destructrice qui chasse les oiseaux indigènes, ravage les cultures et a même été responsable de la chute d'un avion. Tout ce chaos écologique, non pas pour le profit ni pour la conquête, mais parce qu'un type aimait vraiment Shakespeare. 8. La plupart des systèmes juridiques s'accordent à dire que l'accusé devrait probablement être vivant pour son procès. Le pape Étienne VI, toutefois, n'était pas d'accord. En 887, il nourrissait une rancune envers son prédécesseur décédé, le pape Formose. Il organisa donc ce que l'on appelle aujourd'hui le synode du cadavre. Il fit déterrer le corps de Formose, mort depuis 9 mois, l'habilla de la tenue pontificale complète et le fit asseoir sur un trône dans la salle d'audience afin qu'il réponde aux accusations. Un jeune diacre terrifié fut désigné pour faire office d'avocat de la défense du cadavre, contraint de répondre aux questions au nom du corps en décomposition. Sans surprise, le pape défunt fut déclaré coupable. Pour châtiment, on lui trancha les doigts de bénédiction, puis son corps fut traîné dans les rues et jeté dans le fleuve. C'est un rappel saisissant que même la plus haute charge sur Terre n'est pas à l'abri d'une folie mesquine et délirante. 9. S'il a jamais existé un moment historique qui illustre parfaitement le concept « tu joues, tu perds », c'est bien celui-ci. Au début du XIIIe siècle, Gengis Khan, un homme qu'il valait vraiment mieux ne pas contrarier, envoya une mission diplomatique et commerciale à l'empire khwarezmien voisin. Le souverain, le Shah Muhammad II, eut une idée brillante. Au lieu de les accueillir, il décida d'exécuter les ambassadeurs mongols. Or, il existe quelques règles universelles en diplomatie, et la règle numéro 1 est « on ne tue pas le messager ». Le Shah n'a pas seulement enfreint cette règle, il l'a pulvérisée. La réponse de Gengis Khan ne fut pas une lettre sèchement formulée. Ce fut l'anéantissement total et absolu de l'empire khwarezmien. Il ne s'est pas contenté de le conquérir. Il l'a effacé de la carte, une leçon brutale sur la raison pour laquelle on ne va jamais, au grand jamais, provoquer un nid de frelons. 10. Tout le monde a besoin d'un modèle, mais il vaut sans doute mieux en choisir un qui soit de son niveau. Francisco Solano López, le dictateur du Paraguay au milieu du XIXe siècle, se voyait comme le Napoléon de l'Amérique du Sud. Porté par cette image grandiose de lui-même, il décida de prouver son génie militaire en lançant la guerre de la Triple Alliance. Le problème ? La Triple Alliance était composée du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. Il déclara littéralement la guerre à ses 3 voisins bien plus grands en même temps. C'était moins un chef-d'œuvre stratégique qu'un pacte de suicide national. Le résultat fut l'un des conflits les plus catastrophiques de l'histoire moderne, entraînant la mort de jusqu'à 70% de la population masculine adulte du Paraguay.
Il a peut-être cru être Napoléon, mais il a fini par être l'architecte de l'effondrement démographique de sa propre nation. 11. Voici une petite leçon de management venue de l'Empire romain. Lorsque l'empereur Pertinax prit le pouvoir en 193, il hérita d'une garde prétorienne corrompue et indisciplinée. C'étaient les gardes du corps impériaux d'élite qui venaient d'assassiner son prédécesseur. Pertinax décida que sa toute première priorité serait d'instaurer la discipline et surtout de réduire leur solde. Laissez cela s'imprimer. Son plan consistait à réformer ses propres gardes du corps, notoirement violents, et armés d'épées en leur retirant leur argent. C'est un cas classique de contresens total sur l'ambiance. La garde prétorienne répondit à cette brillante initiative RH exactement comme on pouvait s'y attendre. Après seulement 87 jours au pouvoir, ils prirent d'assaut le palais et l'assassinèrent. Ce fut un règne si court qu'il eut à peine le temps de réchauffer le trône. 12. Si vous ne pouvez pas le gagner, pourquoi ne pas simplement l'acheter? Après le meurtre de Pertinax, la garde prétorienne fit quelque chose de vraiment incroyable. Elle mit l'Empire romain aux enchères. Le plus offrant fut un riche sénateur nommé Didius Julianus. Il acheta littéralement le trône, en offrant plus d'argent aux gardes que son rival. Pendant un bref instant, il fut l'homme le plus puissant du monde. Le seul problème, c'est qu'il n'avait aucun soutien politique, aucune loyauté des légions, et que le peuple romain le détestait. Son règne fut une farce de 66 jours qui prit fin lorsqu'un général plus compétent, Septime Sévère, marcha sur Rome. Julianus fut rapidement exécuté. Il apprit à ses dépens qu'on peut acheter le titre, mais pas le pouvoir réel, surtout lorsque les vendeurs sont les seuls amis que l'on ait. 13. Le sultan Mourad IV de l'Empire ottoman était un homme de contradiction. Il se souciait profondément de l'ordre public et croyait que les cafés étaient des foyers de dissidence politique et de rébellion. Sa solution? Une interdiction totale du café. Il prenait la chose tellement au sérieux qu'il se serait, dit-on, déguisé et aurait arpenté la nuit les rues d'Istanbul. Et s'il surprenait quelqu'un en train de boire du café, il l'exécutait sur le champ. Alors, quelle était la boisson préférée de ce sévère gardien de la morale? L'alcool. Mourad était un alcoolique notoire et furieux. Il a interdit la boisson qui alimentait la conversation et le débat intellectuel, tout en consommant personnellement une substance connue pour provoquer le chaos et altérer le jugement. C'est de l'hypocrisie à une échelle véritablement impériale. 14. Si vous avez déjà rencontré une personne qui irradie littéralement l'absence de joie, elle canalisait probablement Oliver Cromwell. En tant que lord protecteur de l'Angleterre au XVIIe siècle, ce chef puritain a décidé que l'amusement était l'ennemi. Il a lancé une guerre totale contre le bonheur. Cromwell et son gouvernement ont interdit les célébrations de Noël, fermé tous les théâtres, proscrit la plupart des sports et même restreint le port de maquillage. Il a essentiellement essayé de transformer tout un pays en une salle d'attente grise et sans joie. Les Anglais ont tellement détesté cela qu'après sa mort et le rétablissement de la monarchie, ils ne se sont pas contentés de passer à autre chose. Ils ont déterré le corps de Cromwell, traduit son cadavre en justice pour trahison et l'ont exécuté à titre posthume. Voilà à quel point leur fête leur manquait. 15. Quand on est un roi en fuite et qu'on joue sa peau pendant une révolution violente, la discrétion est essentielle. C'est une leçon que le roi de France Louis XVI n'a absolument pas su apprendre. Alors que la Révolution française faisait rage, lui et sa famille ont tenté de quitter le pays. Mais ils ne l'ont pas fait discrètement, au cœur de la nuit. Non, ils ont fait commander une énorme voiture neuve, incroyablement luxueuse et lente. Pour ne rien arranger, ils n'ont pas vraiment cherché à se faire oublier sur la route, s'arrêtant pour des repas raffinés et pour saluer des gens qui les reconnaissaient. C'était moins une fuite désespérée qu'une parade royale. Sans surprise, ils ont été facilement identifiés et arrêtés. Une bévue qui a scellé leur sort avec la guillotine. C'était le plan d'évasion le plus stupide de l'histoire. 16. Parfois, le surnom d'une personne vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Faites connaissance avec Ethelred le Malavisé, un roi d'Angleterre du Xe siècle. Or, ici, Malavisé ne signifie pas qu'il a oublié ses clés. C'est de l'anglais ancien pour mal conseiller. Et mon Dieu, il a mérité ce nom.
Sa grande stratégie pour faire face aux invasions vikings incessantes consistait simplement à les payer pour qu'ils s'en aillent. Ce paiement s'appelait le Danegeld. Cela a merveilleusement bien fonctionné pendant un certain temps. Les Vikings prenaient trop l'énorme pot de vin et repartaient. Mais ensuite, ils ont compris quelque chose. Si l'on pouvait se faire payer une fortune pour avoir presque envahi l'Angleterre, pourquoi ne pas revenir l'année suivante et en demander davantage? La politique d'Ethelred a transformé l'Angleterre en le distributeur automatique le plus fiable du monde pour les pillards, saignant son royaume à blanc et garantissant que les Vikings reviendraient toujours. 17. Certaines personnes laissent une trace dans l'histoire. Thomas Midgley Jr. a laissé un gigantesque cratère toxique. Ce chimiste américain est très probablement l'être humain unique qui a causé le plus de dégâts à la planète. D'abord, dans les années 1920, il a inventé l'essence au plomb pour empêcher les moteurs de voitures de cogner. Cela a libéré d'immenses quantités de plomb neurotoxique dans l'atmosphère, empoisonnant des générations de personnes et l'environnement. Mais il n'avait pas fini. Il a ensuite inventé le fréon, le premier chlorofluorocarbure, qui est devenu le fluide frigorigène et propulseur d'aérosols de référence. Cette seule invention a percé un trou gigantesque dans la couche d'ozone terrestre. Dans un dernier retournement sombrement ironique, il est mort après s'être emmêlé et s'être étranglé dans un système de cordes et de poulies qu'il avait conçu pour l'aider à sortir du lit après avoir contracté la polio. Il a été littéralement tué par sa propre mauvaise invention. 18. La quête de la jeunesse éternelle a conduit des gens à faire des choses étranges, mais le médecin et révolutionnaire russe Alexandre Bogdanov a porté cela à un tout autre niveau, maculé de sang. Il croyait pouvoir atteindre un rajeunissement, et peut-être même l'immortalité, grâce à des transfusions sanguines expérimentales. Il a fondé tout un institut consacré à cette idée. En 1928, Bogdanov a décidé de s'administrer à lui-même sa 12e transfusion. Le donneur était un étudiant souffrant à la fois de paludisme et de tuberculose. Bogdanov, aveuglé par ses propres théories, n'y voyait aucun problème. Le résultat était prévisible. Peu après s'être rempli de sang malade, il est mort d'une mort douloureuse. Il n'avait pas seulement tort. Sa quête de la vie éternelle a conduit directement et stupidement à sa propre perte. 19. Si vous trouvez les transfusions de sang pour l'immortalité bizarre, laissez-moi vous présenter le concept d'un océan de limonade. Alfred Brisbane était un disciple du socialiste utopiste Charles Fourier, un philosophe avec des idées, disons, imaginatives. L'une des prédictions les plus célèbres de Fourier était que, dans un futur état d'harmonie sociale parfaite, les océans perdraient leur salinité et se transformeraient en un délicieux verre de limonade à l'échelle de la planète. Brisbane n'était pas qu'un croyant passif en cette théorie. Il en était un évangéliste. Il dépensa une part importante de sa fortune personnelle et consacra sa vie à promouvoir les idées de Fourier, y compris l'arrivée imminente de la grande mer mondiale de limonade. Il faut admirer l'optimisme, mais il faut aussi s'interroger sur la santé mentale d'un homme qui attend que la marée monte avec un goût d'agrumes. 20. Muhammad bin Tughluk, le sultan de Delhi du XIVe siècle, était un homme aux grandes idées. Malheureusement, elles étaient toutes spectaculairement stupides. D'abord, il décida de déplacer la capitale de son empire de Delhi à Daulatabad, une ville à plus de 1100 km. Il ne se contenta pas de déplacer sa cour. Il ordonna à toute la population de Delhi d'y marcher. Beaucoup moururent en chemin. Puis, après être arrivé, il changea d'avis et ordonna à tout le monde de faire le chemin inverse. Mais son génie ne s'arrêta pas là. Il introduisit aussi une nouvelle monnaie, frappant des pièces en cuivre et en laiton et déclarant qu'elles avaient la même valeur que l'or et l'argent. Cela mena immédiatement à une contrefaçon de masse. Les gens frappèrent littéralement des pièces dans leur cuisine et déclencha un effondrement économique total. Il était, à lui seul, un boulet de démolition de mauvaise politique. Est-ce 21 ? L'expression « apprends de tes erreurs » n'était manifestement pas dans le vocabulaire d'Arthur III, duc de Bretagne. Pendant la guerre de 100 ans, ce noble Français prit une mauvaise habitude, se faire capturer par les Anglais. Cela arriva une fois, et sa famille paya une rançon colossale pour le récupérer.
On pourrait penser qu'il serait un peu plus prudent après ça. Mais non. Il fut capturé une deuxième fois et, là encore, une énorme rançon fut payée. À ce stade, toute personne rationnelle éviterait probablement les batailles pendant un moment. Pas Arthur. Il retourna se battre et, comme une horloge, fut capturé une troisième fois. À chaque fois, sa libération coûta une fortune. Il était moins un guerrier qu'un service d'abonnement récurrent et incroyablement coûteux pour l'armée anglaise. 22. Être roi implique généralement, vous savez, de gouverner. Mais pour Otto Ier de Bavière, la fonction était purement cérémonielle, principalement parce qu'il fut déclaré légalement fou avant même de monter sur le trône. Pendant l'ensemble de ses 27 années de règne à la fin du XIXe siècle, Otto vécut reclus dans un château sous surveillance médicale constante, totalement inconscient de son statut royal. Il ne prenait pas de décret et ne rencontrait pas de diplomate. Ses journées se déroulaient dans un état de grave maladie mentale. Son activité royale, la plus notable, consistait apparemment à tirer sur des paysans locaux avec son fusil de chasse depuis la fenêtre de son château. Il n'était roi que de nom, un monarque dont le trône restait vide tandis qu'il vivait ses jours comme prisonnier de son propre esprit, et un danger pour les agriculteurs du coin. 23. L'empereur Jia Jing de Chine au XVIe siècle était obsédé par une seule chose: vivre éternellement. Il négligea ses devoirs d'empereur pour se concentrer entièrement sur sa quête d'immortalité, se tournant vers les alchimistes de sa cour pour trouver une solution. Ces scientifiques lui concoctèrent divers élixirs censés prolonger la vie. L'ingrédient clé de beaucoup de ces potions magiques, le mercure. L'empereur consomma consciencieusement ces mixtures, persuadé qu'elles purifièrent son corps et le conduisaient à la vie éternelle. Au lieu de cela, comme la science moderne aurait pu le lui dire, il ne faisait que s'empoisonner lentement et méthodiquement avec un métal lourd. Dans un retournement qui n'aurait dû surprendre absolument personne, l'élixir d'immortalité de l'empereur finit par le tuer. Un cas classique où le remède est infiniment pire que le mal. 24. Mithridate Saxe, Dupont était le roi le plus paranoïaque du monde antique. Sa plus grande peur était d'être assassiné par du poison. Pour lutter contre cela, il mit au point une routine méticuleuse consistant à prendre de minuscules doses non létales de tous les poisons connus de l'homme, en espérant se forger une immunité totale. Pendant des années, il fut son propre laboratoire ambulant de toxicologie. Et, d'une certaine manière, cela fonctionna. Quand les Romains finirent par le vaincre au combat, il choisit le suicide plutôt que la capture. Il attrapa sa fidèle fiole de poison, l'unique arme contre laquelle il se croyait immunisé, et la but. Il ne se passa rien. Sa paranoïa de toute une vie avait si bien payé qu'il ne pouvait littéralement pas s'empoisonner. Dans une ultime ironie frustrante, il dut ordonner à l'un de ses propres gardes de le tuer à l'épée. 25. Les dirigeants s'appuient souvent sur des conseillers, des rapports de renseignement ou des analyses stratégiques pour prendre des décisions cruciales. Un certain roi du Cambodge du XIXe siècle, toutefois, s'en remettait à ses rêves. Selon les récits historiques, ce monarque fit une nuit un cauchemar particulièrement saisissant dans lequel il voyait toute sa marine être totalement anéantie. Au lieu de se réveiller et de balayer cela comme un mauvais rêve, il y vit une prophétie divine. Dès le lendemain matin, il donna un ordre stupéfiant: démanteler l'intégralité de la flotte cambodgienne. Ainsi, sur la base d'un seul mauvais rêve, la défense navale du pays disparut. C'est un processus de prise de décision en politique étrangère qui fait passer le pile ou face pour un exercice stratégique sophistiqué. On ne peut que se demander ce qui se serait passé s'il avait rêvé que son palais était fait de fromage. 26. La plupart des monarques collectionnent de l'art, des terres ou des titres. Le roi Farouk Ier d'Égypte collectionnait des choses qu'il volait. Il était kleptomane à une échelle internationale. Ce n'était pas une manie secrète, c'était un trait bien connu de son caractère. Il chapardait de tout, des épées cérémonielles au bibelot quelconque appartenant à ses hôtes et à ses collègues dignitaires. Son vol le plus audacieux et le plus célèbre eut lieu lors d'une rencontre avec Winston Churchill. Pendant que le Premier ministre britannique était distrait, le roi Farouk réussit à dérober sa précieuse montre de poche directement de son gilet. Churchill,
un homme qu'on ne déstabilisait pas facilement, finit par comprendre ce qui s'était passé et dut en demander diplomatiquement la restitution. Être roi est une chose, mais être un roi qui est aussi un pickpocket de bas étage, c'est un autre niveau d'audace. 27. L'écriture peut être un outil puissant pour exprimer des idées. Pour l'homme politique anglais du XVIIe siècle, Algernon Sidney, ce fut aussi un arrêt de mort qu'il signa lui-même. Sidney était un républicain convaincu qui s'opposait à l'idée d'une monarchie absolue. Il consignait ses théories politiques dans un manuscrit intitulé « Discourse Concerning Government », soutenant que les monarques n'avaient pas un droit divin à gouverner et que les citoyens avaient le droit de résister à la tyrannie. Le problème, c'est qu'il ne le publia jamais. Lorsqu'il fut accusé de trahison, des agents du gouvernement fouillèrent même sa maison, trouvèrent le manuscrit inédit et utilisèrent ses propres écrits privés comme principale preuve contre lui lors de son procès. Il fut condamné et exécuté sur la base de mots qu'il avait écrits pour lui-même. Il a littéralement écrit sa route vers la potence. 28. Quand votre pays est entraîné dans la plus grande guerre de l'histoire humaine, vous avez besoin de vos meilleurs éléments à la tête de l'armée. Le tsar Nicolas II de Russie eut une autre idée. Au milieu de la Première Guerre mondiale, alors que la Russie subissait des pertes dévastatrices, il prit la décision catastrophique de renvoyer le commandant en chef expérimenté de l'armée et d'en prendre personnellement le commandement. Le seul problème? Il n'avait absolument aucune expérience militaire. Ce choix fut un désastre. Cela signifiait que chaque échec militaire ultérieur, chaque défaite et chaque victime étaient désormais directement et personnellement associés à lui. Cette décision n'a pas seulement handicapé l'effort de guerre, elle a brisé sa réputation, attisé la colère publique et accéléré massivement l'arrivée de la révolution russe qui finirait par le détruire, lui et toute sa famille. 29. Au début du XVe siècle, la Chine possédait la flotte navale la plus puissante et la plus avancée de la planète. La légendaire flotte des trésors, commandée par l'amiral Zheng He, était composée d'immenses navires qui éclipsaient tout ce qui existait en Europe. Ils explorèrent l'océan Indien, atteignirent l'Afrique et l'Arabie et établirent une présence chinoise dominante sur les mers. Et puis, l'empereur décida que tout cela était un gaspillage d'argent. Dans un revirement stupéfiant, les dirigeants de la dynastie Ming déclarèrent que l'exploration à l'étranger était inutile. Ils ordonnèrent que l'intégralité de la flotte des trésors soit détruite, brûlée et laissée à pourrir. La Chine se replia sur elle-même, adoptant une politique d'isolationnisme qui durerait des siècles. Ils avaient le monde à portée de main et décidèrent simplement de tout jeter, une décision qui changea le cours de l'histoire mondiale. 30. Panfilo de Narvaez était un conquistador espagnol qui mena ce qui est sans doute l'expédition la plus désastreuse de toute l'histoire des Amériques. En 1528, il débarqua en Floride avec environ 400 hommes et une flotte de navires. Son premier coup de génie fut de diviser ses forces. Il envoya les navires longer la côte pour le rejoindre plus tard, tandis que lui menait ses hommes dans une marche vers l'intérieur des terres, à travers les marécages denses, hostiles et totalement inconnus de Floride. Sans surprise, les navires et le détachement terrestre ne se retrouvèrent jamais. Les hommes de Narvaez furent accablés par la faim, la maladie et des attaques constantes de tribus autochtones. Ils finirent par construire désespérément des radeaux rudimentaires pour tenter de naviguer jusqu'au Mexique. Sur les 400 hommes d'origine qui avaient débarqué, seuls 4 survécurent à l'épreuve. C'était une leçon magistrale de tout ce qu'il ne faut pas faire en exploration. 31. Parfois, les derniers mots d'une personne résument profondément sa vie. D'autres fois, ils sont un monument à une erreur de calcul spectaculaire. Le général John Sedgwick était un commandant de l'Union respecté pendant la guerre de sécession. Lors de la bataille de Spotsylvania en 1864, il dirigeait ses troupes lorsqu'il remarqua que certains d'entre eux se baissaient pour éviter les tirs de tireurs d'élite ennemis depuis une très grande distance. Agacé par leur lâcheté, Sedgwick se redressa de toute sa hauteur et les réprimanda avec ses désormais célèbres derniers mots « Il ne pourrait pas toucher un éléphant à cette distance ». À peine un instant plus tard, la balle d'un tireur d'élite confédéré le frappa juste sous l'œil gauche, le tuant sur le coup. Ce fut une leçon tragique, ironique
et d'une efficacité brutalement implacable sur le danger de sous-estimer son ennemi, asséné à une vitesse de plus de 800 mètres par seconde. 32. Voici une histoire qui se tient sur la fine ligne entre idiotie et génie. Spiridon. Louis était un humble porteur d'eau grec qui devint un héros national après avoir remporté le tout premier marathon olympique lors des Jeux d'Athènes de 1896. Sa victoire fut un moment d'immense fierté pour le pays hôte. Après la course, le roi de Grèce était si ravi qu'il proposa d'accorder à Louis n'importe quel cadeau qu'il désirait. Il aurait pu demander des richesses, des terres, un poste gouvernemental, n'importe quoi. Au lieu de cela, Louis, homme pragmatique, réfléchit un instant et demanda un nouvel âne et une charrette pour l'aider dans son travail de porteur d'eau. On lui offrait le monde et il choisit d'améliorer son véhicule de travail. Était-ce un refus stupide de la richesse ou un acte brillant consistant à rester fidèle à ses humbles origines? L'histoire en débat encore. 33. En 1867, l'Empire russe décida qu'il était temps de faire un peu de grand ménage dans ses actifs. L'un de ses territoires les moins rentables et les plus difficiles à administrer était l'Alaska, une vaste étendue reculée et apparemment inutile de glace et de roches. Convaincu que ce n'était rien d'autre qu'un désert gelé, le tsar Alexandre II vendit l'ensemble du territoire aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars. Cela revient à environ 200 par acre. Les Américains de l'époque se moquèrent largement de l'achat en le qualifiant de « la folie de Seward », pensant que leur gouvernement avait acheté un gigantesque réfrigérateur. Puis, quelques décennies plus tard, d'immenses gisements d'or furent découverts, suivis de l'une des plus grandes réserves de pétrole de la planète. La Russie, dans un moment de myopie spectaculaire, avait vendu un territoire regorgeant d'une richesse naturelle incalculable pour le prix dérisoire d'un mariage royal mineur. 33 exemples d'une glorieuse incompétence capable de changer le monde. Mais nous savons que le panthéon de la honte est vaste et que la concurrence est féroce. Alors, quelle est l'unique omission impardonnable de cette liste? Quel acte d'idiotie monumental avons-nous oublié de façon coupable? Et pourquoi mérite-t-il la 34e place? Plaidez votre cause dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce procès des décisions désastreuses, rendez votre verdict en cliquant sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour en voir plus.